Écoute, Valérie, on est content de te recevoir aujourd'hui. Merci de m'inviter. Ouais, c'est une belle entreprise, je pense, une belle entreprise familiale, on va en parler, c'est sûr. Mais en premier, vous venez de sortir, je vous vois sur toutes les tablettes. Moi, comme je t'ai dit à l'entrée de jeu, je suis un gars d'épicerie, fait que c'est moi qui vais chercher l'épicerie quand ma blonde a des trucs. Puis genre, OK, je regarde tout ce qui se passe parce que je suis drillé pour ça. Puis là, vos produits, ils ressortent vraiment dans les étagères. Vous avez sorti d'un gros rebranding. Parle-moi un petit peu de tout ça. Oui. Mon Dieu, ça l'a parti. Moi, dans le fond, j'ai jamais voulu travailler pour l'entreprise familiale en sortant de l'école. Je trouvais ça important d'aller ailleurs. Fait que ça fait juste 4 ans que je suis revenue dans l'entreprise familiale. Puis j'ai un background plus d'agence marketing. Fait que moi, je suis arrivée, j'étais un peu débarquée de là. Puis j'ai dit, on change tout. La marque Mirabelle, qui existait depuis 36 ans. Mes parents ne voyaient pas d'inconvénients. On a toujours vendu nos légumes avec cette marque-là. Pourquoi on la changerait? Pourquoi elle est déficiente? Puis pour moi, la raison la plus simple pourquoi on l'a changé, c'était une marque qui avait besoin d'assistance. Fait que quand je disais la marque Mirabelle, les gens ne savaient aucunement de quoi je parlais. Là, je disais, tu sais, la laitue Boston vivante avec la racine qui vient dans un emballage en plastique, là, les gens étaient comme « Ah oui, je l'achète tout le temps ». Fait que c'est pas qu'on vend pas, c'est qu'on n'a aucune notoriété de la marque. Puis pour moi, Mirabelle, c'est le lieu de départ de l'histoire de l'entreprise. C'était notre première serre. Mais là, on se retrouve avec 4 serres au Québec. On vend aux États-Unis. On vend dans le reste du Canada. Fait qu'on dirait que le nom, il y avait comme plus le storytelling que j'espérais. C'est là que j'ai proposé, on change la marque. Puis j'ai la meilleure famille, la meilleure équipe, avec beaucoup de bons arguments, de temps. Finalement, tout le monde a embarqué dans le projet. Puis on s'est retrouvés avec Gen V pour Génération V, qui est une génération qui veut manger selon ses valeurs, en respect avec les gens et l'environnement. Fait que, voilà. V pour le vert de la chose? Ou... V, c'est vraiment un terrain de jeu. C'est pour vert, vegan, végé, ce que tu veux. Pour moi, la génération V, premièrement, elle n'existe pas. C'est juste une génération de personnes, un mouvement de personnes qui veulent manger avec conscience et en fonction de leurs valeurs. Parce que pour moi, acheter un produit, c'est beaucoup plus que le produit. C'est quoi l'histoire de l'entreprise? Est-ce qu'ils font une différence dans leur communauté? Comment ils traitent le bien-être de leurs employés? Est-ce qu'ils font attention à l'environnement? Donc, la valeur ajoutée n'est pas juste, tu sais, dans les décisions d'achat, souvent on pense au prix ou à la fraîcheur, surtout dans ma catégorie, la fraîcheur du produit. Moi, mon pari, c'est de dire, est-ce qu'une personne peut acheter la marque et l'histoire derrière? Puis j'espère réussir mon pari. C'est un petit peu ça la base de ton... Je savais pas que c'était toi qui l'avais fait, c'est vraiment cool. Là. Je t'en avec sans savoir. Avec de l'aide, là, j'ai travaillé avec des agences. Naturellement, j'imagine que t'as pas fait ça de... Je suis pas un génie. Non, c'est drôle, tu es arrivé comme tu t'es dit, je vais brasser la cage un petit peu, puis tu t'es dit, j'ai pas l'impression qu'on parle. J'ai pas l'impression qu'il y a une histoire qui est racontée ici. Exact. J'ai pas l'impression que c'est reconnu, justement. Puis tu t'es dit, OK, on va changer ça. Faut que j'aie un produit qui est reconnaissable. Puis là, je t'en parle comme si c'est vraiment... Vous sortez du lot quand on regarde le comptoir de fruits et légumes. Oui. Tu disais un peu plus tôt que tu avais travaillé dans les épiceries. Puis je sais pas si tu as remarqué, mais moi, c'est ma plus grande constatation. On dirait que le marketing a atteint toutes les allées de l'épicerie, sauf les fruits et légumes. Tu sais, moi, quand j'arrive devant une étagère de café, je regarde la couleur du sac, le branding, je regarde les ingrédients, ça vient d'où, est-ce qu'ils ont des certifications qui m'intéressent. Puis on dirait que les légumes, c'est comme vraiment un peu plus comme grégaire ou c'est souvent le nom du producteur, puis c'est ça depuis des centaines d'années. Puis comme le branding n'est pas super beau, puis on sait pas vraiment pourquoi tu achèterais plus ce poivron-là qu'un autre. Parce que on s'entend qu'un poivron, oui, il y en a un qui peut être un peu plus bon, mais ça reste similaire, là. C'est pas comme des céréales où tu vois vraiment une différence. Ouais. Fait que moi, c'est là que je voulais amener un peu plus, disrupt le marché du marketing dans l'allée des fruits et légumes. Fait que je suis contente que tu me dises que tu remarques notre produit. Ça veut dire qu'on l'a bien fait, puis maintenant, on remarque... Tu te sens comme une trailblazer? Est-ce que tu es en train d'ouvrir le chemin ou c'est que tu t'es-tu basé sur d'autres compétiteurs qui faisaient ça? Pas nécessairement compétiteurs, mais d'autres marques qui sont justement dans ce département-là. Je peux pas dire que je suis trailblazer. Ce mot-là, que c'est pas facile. Mais je pense qu'ils le font ailleurs dans le monde, en Europe, aux États-Unis. Mais c'est sûr, je fais une veille de marché pour dire qu'est-ce qui se fait.
qu'est-ce qui fait très bien, puis comment on peut le ramener et l'appliquer ici. D'où le concept de l'entreprise qui était de faire de la production en serre. Bien, au Québec, il y a 36 ans, ça n'existait pas. Mais le concept, il vient d'Europe. Tu sais, souvent, ils sont un peu plus d'avance que nous. Fait que je peux pas dire que c'est moi qui ai ouvert le bal, mais si ça peut inspirer d'autres entreprises à le faire, pourquoi pas. Ça serait chouette que dans la section des fruits et légumes, on voit vraiment toute l'histoire de chaque producteur et productrice. C'est tellement des belles histoires. Il y en a que ça fait 8 générations qui ont des fermes. Là. J'adore. Est-ce que tu connaissais un petit peu ce monde-là justement avant de te lancer? C'est l'entreprise familiale après tout, mais là, j'ai l'impression que tu es comme vraiment déjà passionné. Même après 4 ans, ça fait quand même 4 ans, mais que de voir qu'il y a quand même de l'histoire derrière de tout ce monde-là, puis que tu as le goût de le mettre de l'avant. Ben, pas vraiment. Je pense que je suis née dedans. Comme mon père m'amenait au cerf la fin de semaine, puis mon frère et moi, on se promenait avec un kart de golf, puis j'ai toujours une grande connexion pour les légumes, l'entreprise familiale. Fait que c'est sûr que cette entreprise-là me parle, puis je l'ai à cœur, mais comme on dit, je pourrais vendre des fenêtres, puis je serais autant passionnée de fenêtres, je sais pas, mais c'est sûr que il y a quelque chose de noble à vendre des légumes. Tu sais, c'est un beau métier. Ce que je fais, c'est, par exemple, parfois en publicité, j'avais un client, on essayait de vendre la cigarette. C'est comme en déconnexion avec mes valeurs, tandis que là, ben, je vends des légumes frais. Ouais. J'essaie de nourrir la population québécoise. Moi, ça me parle bien plus. C'est comme il y a un purpose derrière. Ouais. T'es moins en train de détruire une vie que... C'est ça. Continuons sur le nouveau rebranding un petit peu. Tu me parlais que ça a été comme encensé par l'équipe et tout ça. Comment que... Là, tu m'as parlé de l'équipe plus de direction. Est-ce que toute la gang, mettons, tous vos employés vous ont suivi là-dedans? Comment que ça a été reçu à l'interne de ça? Oui. Bien, ça a été un long processus. En plus, c'était pendant la pandémie, fait que tout était plus long. Il n'y avait plus de colle, il n'y avait plus d'étiquettes. C'était pas évident. C'est la guerre en Ukraine en plus. Mais on devait comme tenir le secret parce que on voulait pas inquiéter les gens non plus puis dire comme on change de marque. OK, mais c'est quoi? Je sais pas, j'ai pas de nom. Puis le plus difficile de la marque, c'était de trouver le nom. On en a écrit 600. C'est comme impossible de trouver un nom en 2023. Genre, tout existe, tout est enregistré. Ou c'est comme le nom existe, mais aux États-Unis, dans ta même catégorie. Mais mettons, un exemple, on avait trouvé un nom, on l'aimait beaucoup, puis c'était des tomates en canne. Puis c'était comme, non, ça se peut pas. Je suis comme, vous faites de la sauce tomate, je vends de la laitue, puis il était comme, c'est pas possible, c'est le même nom, dans la même catégorie fruits et légumes. Fait que quand on l'a annoncé aux gens, ben il y avait quand même un effet de surprise. On a rassemblé tous les employés dans une grande salle, puis on a dit, voici de où on est parti, les étapes qu'on a faites pour prouver que la marque Mirabelle n'était pas bonne, et pourquoi Gen V, c'est la bonne. Fait que c'était comme une présentation d'à peu près 1 heure ou 2 d'argumentaire, d'essayer de convaincre les gens que ce qu'on faisait, c'était la bonne chose. Est-ce que ça a été... Je pense que ça a bien été accueilli. Moi, je m'attendais à pire. Mais on l'a fait aussi aux clients. Tu sais, mettons un Costco, IGA, Métro, l'Oblast de ce monde, ben faut qu'ils embarquent avec toi aussi. Oui. Fait que non seulement j'ai fait le pitch aux employés, mais le pitch aux clients. Puis ça a vraiment été bien accueilli, mais c'est du changement. Hein. Fait que t'en as 2-3 réticents qui disent... J'aime pas ça, j'aimais mieux ça avant, ou j'aime pas les couleurs, ou comme... Mais moi, je l'accepte, j'écoute, puis je dis, ben, on peut jouer là-dessus. Si t'aimes pas la couleur, puis personne l'aime, c'est pas grave, on va la changer. Mais je vais pas changer le nom. Ça, j'y crois, puis je vais essayer de te convaincre que c'est le bon nom pour nous à travers les années. Mais donne-moi un peu de temps, parce que c'est sûr qu'en présentation de 2 heures, ça se peut que tu sois pas convaincu. Mais 1 an plus tard... T'es arrivé un peu avec ton pitch deck pour présenter ça à toute la gang. Ouais. Puis moi, je suis convaincante. Fait que... j'ai fait mon pitch de vente. J'ai ta confiance en toi. C'est ça que ça prend quand tu es en marketing ou en vente. Faut que tu crois en ce que tu dis, en ce que tu fais pour... Faut vendre le rêve, mais il faut croire en son rêve. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est très bien phrasé. Puis là, on a parlé de l'impact à l'interne. Mettons qu'on y va à l'externe. Côté consommateur, qu'est-ce que vous avez vu depuis ce rebranding-là? Comment ça se passe? Ben, une portion qui était plus difficile, c'était la transition de marque. Fait qu'on passe d'une marque Mirabelle, qui est quand même connue pour des consommateurs, à Gen V. Fait qu'on a fait beaucoup de publicité, une grosse campagne publicitaire, que ce soit à la télé, sur le web et tout. Puis également, sur chaque emballage, on a mis l'ancien logo Mirabelle avec le nouveau qui dit comme anciennement Mirabelle, nouvellement Gen V. Puis ça, à peu près ça, tu laisses en tablette pour la transition 2-3 mois. Fait qu'une fois que tout le monde a vu, OK, c'est pas une nouvelle compagnie, elle n'a pas été rachetée, c'est la même entreprise familiale,
tu comprends que Gen V, c'était Mirabelle. Mais c'est pas tout le monde qui l'a compris, puis c'est encore un défi. Fait que c'est d'essayer de communiquer le plus possible, d'être en contact avec le consommateur pour lui dire, ben c'est encore la même entreprise québécoise, rien n'a changé, juste la marque. Mais c'était un défi. C'est une certaine sonorité justement anglaise qui est potentiellement là aussi. D'ailleurs, c'est drôle parce que tu me disais que tous les noms étaient choisis, puis là, vous choisissez le nom. Finalement, ils viennent de sortir une série sur... Je sais. La série Gen V, qui est un spin-off de Hero, The Boys. The Boys, ouais. Ça, c'était... Ça, dans le fond, ils ont inventé le nom en même temps que nous. Puis là, j'étais comme, ben voyons donc. Moi, j'ai déposé à l'OPIC, l'Office pour la protection de l'enregistrement de la marque, puis tout. Puis j'avais extrêmement peur. Puis là, j'étais comme, c'est quoi cette série-là? Puis je capotais, mais tu sais, je pouvais rien y faire, là. C'est le hasard de la vie. Mais j'espère que cette série-là serait très mauvaise. Non, mais tu sais, je peux pas me battre. En plus, moi, je trouvais ça... Le nom était super bon. Gen V, j'étais comme mon SEO. Il y a personne qui a ça sur Internet. C'est parfait. Puis là, finalement, je me bats contre les publicités Amazon Prime. Fait que, bon, ben, on sera pas top of mind ou dans le top du search bar. Ça change ta game, vraiment. Ouais. Mais pour répondre à ta question, les consommateurs, ils l'ont bien pris, le changement. Il y en a qui avaient jamais vu nos produits qui maintenant les voient. Fait que moi, je suis super contente. Puis, tu sais, en épicerie, c'est vraiment flash, les couleurs, là, fait que... je pense que c'est définitivement plus reconnaissable. Ouais. C'est comme tu l'as dit, c'est drable, là, le comptoir. Ouais. Là, vous aviez quand même un produit que tout le monde achète, mais ne sait pas c'est quoi la marque. Puis on ça. passe d'un produit que, là, quitte à ce qu'il ne se rappelle pas du nom, au moins il se rappelle de quoi il a l'air. Là. C'est ça. C'est particulier aussi, nous, on est très nichés. Comme tu vas dans l'allée des yogourts, il y a tellement de choix, de diversité et de marques. Mais si tu veux acheter la laitue Boston au Québec, il y a Gen V. Fait que j'avais quand même... Tu sais, c'est tellement niché que mes compétiteurs, j'en avais peu. Fait que c'est plus facile de faire un rebranding. Puis c'est le temps de le faire maintenant, pas quand je vais avoir 8 compétiteurs des États-Unis puis de l'Ontario. Fait que j'avais ce privilège-là, mais c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu dans les épiceries, par contre, de justement, ils n'en ont pas besoin de 3 différentes, laitue Boston? Moi, j'ai l'impression que l'aspect compétition, ça passe plus avant d'arriver au consommateur dans votre cas. Moi, mon rêve utopique... T'es-tu déjà allé dans un Trader Joe's? Non. OK. Trader Joe's, c'est comme... C'est une chaîne américaine d'épicerie. T'as pas 8 choix de beurre de pinot. T'en as un. Puis il est bon. Puis c'est la même chose dans tes légumes. T'as pas 8 choix de poivrons ou cocombes. C'est t'en as un, puis un peu comme Costco, tu sais, t'achètes de quoi chez Costco, c'est tout le temps bon. On dirait qu'il y a comme une équipe de goûteurs professionnels. Mais Trader Joe's, c'est comme la superficie est très petite, t'as pas 1000 choix de chaque produit, puis je trouve ça très efficace. Fait que pour répondre à la question, est-ce qu'on en a besoin d'autant de diversification? Moi, je pense pas. Mais c'est sûr que pour l'épicier, il doit s'assurer que s'il y a un fournisseur qui fait faillite ou qui livre pas, ben il y en a d'autres choix. Ouais. Mais je pense qu'un 3 choix, ça serait assez, mais tu vas dans l'allée du thé, mon Dieu, il y en a, du yogourt, ça n'a plus de sens. Même pour le consommateur, il ne sait plus croire, il ne sait plus quoi acheter, il est tout mêlé. Fait que Trader Joe, j'ai lu le livre et c'est vraiment intéressant comme concept. C'est moins gros, plus efficace, moins de pertes alimentaires parce que tu n'achètes pas 8 sortes. Non. T'es pas pogné avec 90% de ton stock sur un de tes 10 produits que tu as pareil. Exact. Continuons sur Gen V, mais de l'entreprise. Tu disais que c'est justement une entreprise familiale. C'est qui a de la famille? C'est quoi la famille qui est là-dedans? Ouais. Ben, c'est la famille Thérault, fait que c'est l'entreprise à mon père et ma mère. Puis la relève de l'entreprise familiale, fait qu'on est les repreneurs. C'est mon frère, mon cousin et moi. Dans le fond, mon frère, il s'appelle Simon, il est directeur général. Okay. Mon cousin, Francis, lui, est directeur des opérations. Et moi, je suis directrice vente marketing. Fait qu'on a vraiment toute notre spécialité. Puis ensemble, on forme une petite équipe de Power Rangers qui vont affronter... Tes parents sont encore bien impliqués dans l'entreprise? Ma mère est en pré-retraite. Elle était VP principale, elle s'occupait des finances. Puis mon père, président. Mon père, il reste encore du jus, je te dirais un autre 8 ans, mais on est vraiment comme dans un modèle de passation des pouvoirs où c'est plus nous qui va prendre les décisions internes de l'entreprise. Mais c'est sûr qu'on a des mentors pour nous appuyer. T'sais, moi, mon VP développement des affaires, c'est mon oncle. Fait que, on se trouve extrêmement chanceux. Puis on a tous à peu près 30 ans. Là. On est jeunes, puis c'est
une grosse entreprise. Vous avez l'air d'avoir faim pour ne pas faire de jeu de mots avec la bouffe, là. C'est bien dit. On a faim, mais on est curieux, puis on veut l'amener ailleurs, on veut bien faire les choses, puis mon frère puis moi, on est du genre à lire des livres d'entrepreneurs, puis comment optimiser son entreprise, puis c'est fou parce que tu vas jamais arriver à une entreprise parfaite, mais à chaque fois que tu l'améliores un peu, c'est comme tellement gratifiant, puis c'est cool parce que mon père a déjà bâti l'entreprise, je pars pas de zéro, fait qu'il y a plein de choses qui sont déjà acquises, comme notre clientèle, je sais comment ça marche la prise de commande, on a tous nos camions sur la route, et on dirait qu'on peut focusser sur des éléments comme peut-être plus stratégiques, fait que ça, je trouve ça très bien, j'aime vraiment ça. Tu dis que c'est gratifiant, puis c'est important de prendre le moment justement de voir que ça l'est, parce qu'il y a du monde qui le font pas, puis tu arrives à la fin de ta vie, tu es j'ai pas eu le temps d'apprécier rien, là. Ouais. Faut prendre le temps de comme regarder à toutes les les étapes milestones, dans tes milestones, puis OK, je regarde en arrière, là, puis j'ai fait un bout de ça. C'est drôle, tu t'as donné une petite tape dans le dos, là. C'est drôle parce que moi, je trouve qu'on n'est pas bon pour célébrer. Puis regarder en arrière et dire, voici tout ce qu'on a accompli. Donc là, une de nos résolutions dans nos town halls, c'est de faire, voici ce qu'on a accompli comme à l'année. Puis, tu sais, des fois, mettons, il y a 2 ans, on a vécu un feu. On a fait 2 acquisitions, puis on prend pas le temps de le célébrer. Puis autant les flops que les bons coups, mais je trouve ça important de regarder en arrière et de dire « Wow, on a tellement accompli, c'est fou. » Fait que je suis d'accord avec toi. Il faut plus le faire. Tant mieux de le faire dans vos town halls. J'ai cru comprendre en m'informant sur votre entreprise que vos town halls étaient potentiellement pas mal gros. Vous êtes combien dans l'entreprise? On est rendu 400. Oh mon Dieu, je vais te dire le chiffre que j'ai sur mon petit papier en m'informant. 200. Ouais, mais on a fait une acquisition, fait que là, on est rendu 400. Ah, ça va vite avec l'acquisition. Non, t'avais pas tort. Ouais, on est rendu à 400 employés, 36 hectares, 4 serres au Québec. Puis on vend, je te dirais, 55% de notre production au Québec, 40% aux États-Unis. Quand même. Puis le reste, c'est au Canada, Ontario, Atlantique. Juste au Canada. Ouais. Fait que quand même, vous avez développé le marché US pas mal rapidement, là. Oui. Ouais, New York, Boston, on est là depuis une 20aine d'années, si c'est pas plus. Puis si tu vas, mettons, à Algonquin dans le Maine, tu vas voir nos laitues. Moi, c'est mon petit plaisir coupable. Ouais, rendez-vous de temps en temps de voir des points de vente justement que vous avez dans les... Ouais, on y va. On a des trade shows un peu partout aux États-Unis, sur la côte Est. Fait quand on va là, moi, je fais la tournée des épiceries. Je suis la fille fatigante, va placer ses laitues puis regarder la compétition. Fait que on regarde ça. Puis d'où ma passion Trader Joe et épiceries comme Whole Food et tout. J'adore les épiceries. Je suis obsédée. Qu'est-ce qu'ils font dans ces 400 personnes-là? On va parler des acquisitions tout tantôt. Qu'est-ce qui, avec tout ce que vous êtes en train de bâtir, c'est quoi la force de votre structure? Parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment de plus en plus en croissance. Mm-hmm. Les acquisitions le montrent. Qu'est-ce qui fait, c'est quoi vos forces de cette grande équipe-là? Nous, on est une entreprise de production. Fait à la base, il faut faire pousser les légumes, les cultiver, et les récolter et les livrer à temps. Fait que je dirais que notre plus grande force, c'est la production, mais également le delivery, où on est capable de livrer à nos clients, on time, un produit de qualité, puis frais. Fait que ça, c'est vraiment notre plus grande force. On est reconnu pour ça. Puis ce qui est particulier, nos employés, je t'en nomme 400, mais il y en a une centaine là-dedans, c'est des employés qu'on dit d'administration. Puis les 300 autres, c'est des travailleurs étrangers temporaires. Fait que c'est majoritairement des gens qui viennent du Guatemala. Ils restent 6 mois, repartent 6 mois, reviennent. Puis il y en a que ça fait 25 ans qu'ils sont avec nous. Donc, quand je te dis production, nos gars sont dans les serres, ceux qui récoltent, ceux qui prennent soin des plantes et qui leur donnent des petits bisous, de l'amour. J'imagine que quand tu fais justement affaire avec des travailleurs étrangers, il doit y avoir l'aspect de barrière de langue qui est un petit peu là, même au niveau culture, là, le fait que vous gardez du monde pendant 25 ans, il y a une certaine rétention, je dirais. Ouais. J'ai pas le... c'est le bon mot. Le mot rétention est bon. Ouais. Mais est-ce que vous arrivez à comme... Parce que j'imagine qu'il y a des entreprises ou des gestionnaires qui ont peur de ça, d'aller de s'aventurer là pour justement de créer une communauté d'équipe, une culture d'équipe. Est-ce que vous y arrivez de votre côté à faire ça?
On y arrive, mais on a les ressources pour le faire dans le sens où on en fait une priorité. On a des employés que leur travail, c'est de s'occuper des travailleurs étrangers. Donc, les amener à l'épicerie, les amener jouer au soccer, faire des commissions, aller à la patinoire. Quand ils sont malades, ils vont avec eux à l'hôpital, au médecin. Donc, on a vraiment des gens dédiés à leur bien-être. Au niveau de la barrière de la langue, tous les gens qui travaillent avec eux parlent espagnol et français. T'sais, par exemple, mon cousin Francis, qui ne parlait pas un mot, maintenant, il est parfaitement trilingue. Fait que, non, c'est important qu'il n'y ait pas de barrière de la langue. Mais c'est sûr que, moi, je ne suis pas un exemple, je ne suis pas toujours dans les serres. Ça se peut que la personne en comptabilité ne sache pas parler espagnol, mais assez hola, como ça? Puis, c'est pour communiquer puis avoir... Feliz Navidad, bientôt. Là. Te faire sentir bien un peu. Oui, exact. C'est important, c'est leur maison pendant 6 mois. C'est pas juste des employés, c'est des êtres humains qui donnent de leur temps ici. On a besoin d'eux, puis il faut leur montrer de la reconnaissance puis du respect. J'aime cette phrase-là, c'est pas juste des employés. Je déteste en ce moment le mot ressources humaines. Ouais, comment ça? Ressources, je sais pas. Ouais. Il y a un aspect comme de distanciatoire sur le mot de... Plus froid, ouais. Je sais pas, la vieille société le capitaliste. Mot talent, là, qui sort de plus en plus, là, qui est J'aime bien. C'est correct. On aime ça. On a parlé des structures et forces. En ce moment, vous êtes y a-t-il des défis qui sont dans l'entreprise? C'est quoi qui requiert vos énergies présentement? Nos défis, je dirais, sont toujours des pathogènes. Donc, quand tu fais de la culture, je suis sûre que tu as un jardin chez toi où tu connais quelqu'un, puis c'est... Il y a des chenilles qui ont attaqué mes épinards, des affaires comme ça. Fait que nous, notre plus gros problème, c'est toujours cet équilibre-là de ne pas attraper de champignons, de ne pas avoir d'infestation d'insectes, pas de problème racinaire. Fait que c'est un problème qui est plus agronomique. On est à la merci de Mère Nature, même si on essaie de la contrôler. Vu qu'on est dans des serres, il y a plein de bénéfices à ça. On peut contrôler le soleil, on peut contrôler l'eau, l'humidité, la température, mais on n'est pas non plus comme imperméable à tout ce qui peut arriver de Mère Nature. Fait ça serait le problème numéro 1. Puis je te dirais que c'est sûr que l'importation, c'est un autre de nos problèmes. Il y a beaucoup de laitues qui viennent des États-Unis et du Mexique à des prix dérisoires. Donc, moi, ma laitue, je peux pas vraiment la vendre 50 cents. Fait que ça, c'est un beau combat à avoir. Encore dans mon rêve utopique, mon deuxième, ce serait que la majorité des légumes qu'on voit en épicerie, ça vienne du Québec. Je sais pas si ça va arriver un jour, je nous le souhaite, mais ça serait probablement un défi, ça serait vraiment la compétition qui vient de l'extérieur. Quand que ça arrive, ça, est-ce que... J'imagine qu'il n'y a pas façon de le savoir à l'avance. Fait que donc, l'acheteur, métro, IGA, peu importe, ça fait du sens, c'est un correct produit, beaucoup moins cher, on va acheter ça, vous autres, vous n'avez pas de moyen de vous retourner vraiment, j'imagine? Non. Ça, c'est la théorie du dumping. Le dumping, c'est qu'il y a des camions qui partent de Californie, pleins de laitue, par exemple, puis ils vont arrêter à chaque ville principale sur leur route, fait que je sais pas, Atlanta, Boston, New York, et la dernière ville au bout de l'Amérique du Nord, c'est... le Québec, Montréal, en fait. Fait qu'à Montréal, les prix sont rendus... Il reste ce qui reste dans la vanne, puis ils vont le vendre parfois à la perte ou à des prix dérisoires. Fait que c'est pour ça qu'une vanne à 10 cents la laitue, vs une laitue qui vient du Québec, c'est vraiment pas le même prix parce qu'ils cherchent à faire du dumping, qui est juste de délaisser le produit le moins cher possible, puis lui, il retourne avec la vanne de l'autre bord, puis il va faire ça pas nécessairement chaque semaine, mais... Tu as dit le mot théorie, mais ça se passe, ça? Ça se passe, oui, c'est... c'est l'expression dumping, mais non, ça se passe à chaque semaine. C'est ça qui est difficile parfois. Puis qu'est-ce que vous faites, là? Parce que on baisse nos prix. OK. Oui, mettons dans le marché de la tomate, je dis n'importe quoi, là, je te donne des chiffres théoriques. Une caisse peut coûter 40$, puis le dumping qui vient de la vanne de je sais pas où va le vendre 8$. Mais comme c'est pas ça que ça l'a coûté produire des tomates. Des vrais chiffres là, en ce moment. Pas nécessairement. Okay. Ça dépend dans quoi, théorie. Toi, t'avais travaillé là-dedans? J'ai pas en tant qu'acheteur. Là, je travaillais plus dans l'opérationnel, directement dans le day-to-day de l'épicerie. Mais quand tu me dis,
juste revenir pour là-dessus, 40 $, c'est quelque chose qui est... C'est un exemple. Okay, oui, mais mon Dieu. C'est un écart substantiel. C'est énorme, là. Énorme. C'est fou. Ouais. Comment qu'on peut contrer ça? Je veux dire, c'est pas le fun. Je sais pas. Protectionnisme, s'assurer qu'on produit plus au Québec de légumes d'ici. Plus on va produire de gros volumes au Québec, plus on va être capable de compétitionner ces prix-là. Mais si on est toujours à la merci de ce qui vient de l'extérieur, qui est importé à bas prix, ben c'est difficile de devenir ces géants-là. Et comment qu'on se rend à un volume de production qui est plus grand comme ça? Le support des subventions par le gouvernement du Québec, des bras financiers qui vont venir supporter les entreprises québécoises à grossir. Fait que, par exemple, si mes serres sont de 36 hectares et une serre aux États-Unis, pour un gros joueur, c'est 1000 hectares, ben... On n'est pas dans le même game. C'est peut-être pas notre famille qui a l'argent pour investir, puis comme... Je sais même pas c'est quoi le chiffre, là. 10 fois grossir nos serres, fait que... Mais vous êtes un des principaux joueurs quand même dans les produits que vous faites. Est-ce que si vous grandissez, j'imagine que c'est pas le Québec qui va en consommer plus, fait que vous allez pouvoir plus exporter encore plus au niveau US, au niveau rest of Canada? Ben, la proportion va probablement rester la même, un 55% au Québec. Ça peut augmenter le Québec aussi, le pourcentage. Si tu dis, la majorité des Québécois consomment de la romaine puis la laitue iceberg. Bon, ben si ce volume-là, tu le convertis, mettons, avec ma merveilleuse laitue croquante, qui est full crunchy, délicieuse, ben je vais être capable d'en vendre plus au Québec. Notre option première, c'est de vendre ici. C'est pas nécessairement d'aller aux États-Unis, mais pour ça, il faut qu'on fasse du marketing, qu'on promouvoie les produits, que les gens le goûtent, l'essaient et l'adoptent. Moi, dans ma tête, c'est un given que c'est une possibilité, mais est-ce que c'est quand même un défi d'éducation, I guess, sur comment utiliser cette laitue, parce que c'est vrai que la majorité des gens vont y aller voir la romaine ou la laitue feuille verte. Comment qu'on comble ce défi-là de faire en sorte que les gens consomment plus ce type de laitue-là? Ben moi, je pense que ça passe par le marketing, la communication. Il y a un gros défi d'éducation, de reconnecter les gens à l'agriculture pour leur faire comprendre, comment ça pousse des légumes, c'est quoi les différentes variétés, est-ce qu'ils sont toujours de saison, comment faire, quelles recettes on peut les accompagner avec. Donc, pour moi, ça passe par mon équipe marketing qui va faire que ce soit des vidéos, des posts, réseaux sociaux, par les campagnes publicitaires. Mais c'est un gros défi qu'on se donne, mais j'y crois. Puis à chaque fois que quelqu'un me dit « j'ai arrêté d'acheter de la romaine des États-Unis, j'ai pris de la coquante Gen V », moi, ma job est faite, puis je me couche bien le soir. Je te souhaite de te faire dire ça souvent. Oui. Ça, pas de problème d'insomnie. Non. Je vais poser une question je la pose de manière récurrente parce que j'aime tout le temps ça quand il y a des gens qui arrivent et qui ont des postes de direction. Quand on est dans un poste de direction, souvent, tu vas avoir ton day-to-day, ta routine, tes tâches que tu as à faire. Tu vas aussi avoir des petits projets on the side, tes projets que tu aimes, tes petits projets dada. C'est quoi ça pour toi en ce moment? C'est une excellente question. Moi, je suis vraiment une fille qui aime bâtir, qui a une vision précise. Je suis la personne créative. Fait que ce que j'aime, c'est monter un département, le mettre à ma main, le structurer, l'optimiser. Puis une fois que c'est fait, je suis comme « wow », je suis contente. Puis là, j'ai le goût d'un autre défi. Tu sais, je te donne un exemple. Un département marketing, il n'y en avait pas dans l'entreprise. C'est moi qui l'ai bâti, j'ai bâti l'équipe. Puis là, je le vois vivre sur les réseaux sociaux, sur plein d'autres sphères, puis je suis fière d'avoir fait ça. Puis là, je suis rendue à essayer d'optimiser le département des ventes. Fait que moi, j'aime vraiment ça. Fait que mon dada, c'est ça. C'est, je sais pas, mettre en place... mettre une équipe qui va s'autogérer. Exact. Mais j'aime beaucoup la stratégie, la vision long terme de... C'est quoi les tendances, vers où on doit aller. J'aime le développement de produits... savoir s'il y a des nouveaux emballages qui seraient plus éco-responsables. Y a-t-il une manière de produire qui est plus intéressante? Fait que plus qui est dans la veille de marché, moi, j'aime beaucoup. J'aime ça savoir c'est quoi les tendances, puis les suivre, parce que je veux jamais être la dernière qui suit la parade. J'aime mieux commencer la parade puis être un précurseur.
Ça suit le truc de Trailblazer tantôt, le mot que t'aimais tant. Oui. Donc, vente, marketing, on a parlé tantôt des forces qui faisaient les forces de l'entreprise. Si je te pose cette même question-là, mais vers les ventes et le marketing, c'est quoi vos forces côté vente et marketing, par exemple? Côté marketing, je te dirais qu'on est encore des trailblazers. Beau travail! Merci. Dans l'industrie des fruits et légumes, je peux dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des comptes, qui font des TikTok, puis des Reels. Fait que pour moi, j'ai l'impression que j'ai une audience à aller conquérir, qui sont attentifs, qu'ils n'ont pas trop d'informations de cette sorte-là. Puis j'aime ça, les behind the scenes, leur montrer comment ça marche, les serres et tout. Fait que je pense que notre grande force, c'est le côté éducatif. Puis on est une petite équipe, fait qu'on réagit rapidement, que ce soit à des trends et tout. Moi, j'ai déjà travaillé pour des clients, puis mon Dieu, il y avait genre 8 paliers d'approbation. Je suis comme, non. Là, le marketing, c'est on. Faut que tu suives les trends, sinon c'est passé, c'est terminé, puis t'es pas dedans. Fait que je dirais que ça serait ça nos forces. En vente, on a plein de choses à améliorer, mais je pense qu'on a un brand qui est fort, puis des relations qui durent depuis très longtemps. Tu sais, c'est une entreprise familiale. Les gens connaissent mon père. S'ils connaissent pas mon père, c'est mon oncle. Moi, ils m'ont vu quand j'étais petite. Fait qu'on a comme cette relation qui s'est bâtie à travers les années. On n'est pas des nouveaux joueurs. Ils nous font confiance, puis on a une relation beaucoup... qui est pratiquement communautaire, presque. Ouais, beaucoup de transparence aussi. Je pense que quand il y a un problème de production, on essaye le plus possible d'appeler nos clients puis leur informer que... Tu sais, je pense que c'était... cet été, il y a eu une canicule, mais c'était comme 4 jours de canicule back-à-back. Dans les serres, il faisait 45, puis c'est sûr ça a affecté notre production. Bon, l'an prochain, on va s'assurer d'avoir de l'air climatisé partout, là, refroidir les bassins d'eau. Mais on les a appelés, puis il faut qu'ils comprennent aussi que c'est mère nature, puis on joue avec quelque chose qui est difficile à dompter. C'est dur. Je comprends qu'il faut qu'ils comprennent, mais ça doit être dur pour eux moi, j'ai des consommateurs qui me demandent ça, puis ils s'en foutent de la raison, là, malheureusement. Oui. Mais d'où l'importance de montrer le behind the scenes aux consommateurs. Puis vous demandez pourquoi il n'y a plus de laitue dans les tablettes? On va vous montrer pourquoi. Puis là, on montre c'est quoi une canicule, comment ça l'affecte. Fait que moi, je trouve que c'est ça qui est important, puis que je veux montrer, c'est comment ça marche. Ça doit être bien reçu. Générez-vous pas mal de views avec cette stratégie-là? Oui, absolument. Parle-nous de stats, de réseaux sociaux. Je sais pas. Tu sais, on est à 15 000 abonnés sur Facebook. On a 5 000 sur Instagram. C'est pas énorme, mais pour quelqu'un qui vend des légumes, moi, je trouve ça impressionnant. Puis je l'ai pas vu. Fait qu'on fait des Reels, 2 publications semaine, un TikTok semaine. Puis on est 2. Fait que shout-out à Isabelle, Macordo, bref. Suivre des humains, c'est facile puis c'est naturel. Suivre des brands, c'est plus dur. Puis là, c'est pas quelque chose d'intuitif. On le faisait quand Facebook est sorti. Puis je vais aller montrer qu'est-ce que le monde veut aimer. Mais maintenant, c'est difficile d'avoir des abonnés pour des entreprises. Puis c'est pas quelque chose de naturel. Là, je vais aller suivre qu'est-ce qu'a fait l'entreprise de fruits et légumes, de salade. Et moi, la première, là, quand j'achète, je sais pas, là, des bartendes, je suis pas comme, hey, je vais aller suivre leur page Instagram. Mais what's in it for me? Puis moi, je pense qu'on va aller chercher l'attention des gens. Moi, j'ai 4 piliers que je compte dessus sur ma stratégie de réseaux sociaux. Ouais. C'est lifestyle, qui est plus comment je peux utiliser le produit. Je peux-tu manger un petit cocombe dans un hike? J'ai-tu une idée recette? J'ai le côté produit, c'est quoi qu'on vend? C'est quoi la différence entre justement une croquante puis une salanova verte? Puis j'ai le côté behind the scene qui est d'amener les gens dans notre univers. C'est quoi que ça veut dire une canicule? C'est quoi ça veut dire quand on arrache une zone de concombre? Puis le côté éducatif qui est, encore une fois, ça marche comment des légumes? On dirait que tu l'as en épicerie. Puis un des trucs, un exemple, c'est des poivrons. Un poivron, on appelle ça de catégorie 1 à l'épicerie. C'est un poivron parfait. Ça doit avoir 4 lobes, des petits lobes en dessous, ou 3 lobes. Ils sont beaux, sont d'une grosseur et d'un diamètre exact. Si c'est pas ça, ça s'en va en catégorie 2.
Un poivron catégorie 2, ça peut perdre jusqu'à la moitié de sa valeur sur le marché, juste parce que c'est comme un légume moche. Mais on s'entend, là, ton poivron, tu le coupes, tu le manges, ça goûte la même affaire, là. C'est juste comme, il y a un lobe ou un lobe et demi, il est un peu croche. Moi, ça me fait capoter. Mais les consommateurs, ils savent pas ça. Puis c'est important de les éduquer à dire, vous, ça vous dérangerait-tu de manger un légume moche? Ça goûte la même chose, il est frais. Il est juste comme, il manque une oreille ou comme des affaires comme ça. Fait que, on dirait, moi, mon rôle, c'est justement de reconnecter les gens à l'agriculture, puis comment ça marche. Comment on fait pour changer ça? Tu vas avoir une partie de la population qui est ouverte à t'écouter ou à écouter ça. Puis après ça, tu vas avoir probablement, malheureusement, la majorité des consommateurs qui arrivent en épicerie, puis celui-là, il est-tu beau? Celui-là, il est-tu moins beau? Celui-là, je vais le prendre, il est plus beau. On passe au prochain appel, puis je m'en vais acheter, puis je m'en vais faire ma cuisine. D'avoir, on parle de probablement des années d'éducation pour changer cette mentalité-là, qui est comme, ça change rien, là. Prends-les, le lit. Ouais. Mais oui, full. Puis c'est plus grand que moi, le problème. C'est un problème d'industrie, puis c'est... Pourquoi on tolère ça? Mais souvent, les changements viennent à partir que la société comprend comment une industrie marche. Oui, moi, en tant que producteur, je peux critiquer une industrie. T'as bien dit ça. Mais à la base, c'est la société qui va faire les révolutions, les changements, les demandes. Puis, par exemple, une épicerie qui n'accepte que des poivrons numéro 1, ben, si le consommateur est prêt à lui dire « moi, j'en achèterais des numéro 2 », il va écouter le consommateur, il va faire le changement. Mais moi, si j'ai dit « j'ai des numéro 2, en voulez-vous », il va me dire « ben non, le consommateur en veut pas ». Fait que c'est d'ouvrir le dialogue à la discussion puis dire ben, est-ce qu'on est prête à changer un peu notre vision qu'on avait depuis des années de l'épicerie parfaite et tout? Tu sais, on le voit de plus en plus, que ce soit des céréales moches. On réutilise des trucs de bière pour faire comme des craquelins, l'économie circulaire, donner une deuxième vie, c'est comme trendy. Ben, why not le faire dans les fruits et légumes? C'est vrai que c'est trendy. Je parlais avec... puis je pense que ça va être un trend qui va rester. Je parlais avec Hélène Saint-Jacques de la coop, la centrale agricole, pardon, qui est pas loin d'ici. Puis c'est tellement fou. C'est comme un genre d'incubateur à start-up en agriculture urbaine. Ouais. Tu connais un petit peu? Hein? Oui. C'était tellement intéressant d'entendre parler des projets qui sont en cours. C'est comme tu dis, l'agriculture urbaine, OK, ça fait serre de toit. Puis là, c'est cool parce qu'il y en a de plus en plus. On a une super grosse sur le dessus du Décathlon. Oui, le Loufa, oui. Faire les fermes Loufa. Mais tu sais, ça va vraiment plus loin que ça. La façon que les gens, les startups, justement, essaient de récupérer tel truc ou de faire telle avancées. Je pense que je me sens bien entouré. Là, Mais ça revient aussi à notre... Je sais pas, toi, t'es un millennial? Oui. OK, bon. Mais les millennials, puis les Gen Z, puis toutes les générations qui vont venir, c'est pas juste qu'on veut faire attention à l'environnement, puis tu veux savoir le storytelling, tu veux savoir si ça vient de l'économie circulaire, c'est comme on va l'exiger. Ça fait partie de nos valeurs. La génération de mes parents, c'était pas le cas. Mon père, il est grandi, il avait pas de bac bleu. Là. Faire du recyclage, c'est comme, ouf, c'est un autre monde. Là. Puis éventuellement, nous aussi, on va être dépassés par certains trucs, mais je trouve que la génération qui s'en vient va vouloir ça. Puis comme tu dis, il y a plein de startups qui sont cool. Tu sais, je pense à Pretty Ugly qui font de la salsa avec des légumes récupérés, Loop qui est un classique, Rebond qui font avec de la drèche de bière, je ne sais quoi, des craquelins. Moi, ça me tente bien plus d'acheter ça qu'une compagnie américaine qui peut peut-être exploiter des gens, qui fait je sais pas combien de kilomètres pour se rendre ici. Tu sais, des fois, quand ça coûte pas cher, il faut se poser des questions. Il y a vraiment des trucs cool qui s'en viennent. Tu parlais des nouvelles générations. Depuis que je suis né, peu importe la génération que je regardais quand j'étais jeune, avant moi, puis là, aujourd'hui, on est tout le temps en train de chialer ça puis sur celle avant. Mais pour moi, je suis comme... On a tous pas les mêmes enjeux, là, puis nos parents, il n'y avait pas de bac bleu parce qu'ils ne savaient pas que c'était un enjeu jusqu'à temps qu'on le dit. Puis à l'école, on se fait sensibiliser à ça, on trouve ça cool, ça fait du sens, on veut adhérer à ça. J'ai l'impression qu'on s'en va vraiment dans... Autant qu'il y a des choses qui vont pas bien dans le monde. Genre, j'ai l'impression qu'on s'en va à la bonne place sur plusieurs choses. Ça c'est un des trucs cool que je pense que... Mais c'est la première fois, je te dirais, dans l'histoire de l'humanité, peut-être que je me trompe, c'est mon opinion, mais qu'on a conscience qu'on pourrait disparaître.
Puis ça, il y a comme une urgence, puis de l'éco-anxiété qui vient avec ça. Puis moi, je veux faire partie des entreprises qui offrent une solution à c'est quoi l'avenir qu'on veut dans les prochaines années. Moi, ma serre, ça utilise 90% moins d'eau que de la culture en champ. Un moment donné, il n'y en aura plus d'eau, là. On va avoir de la misère. Mes récoltes sont 8 fois supérieures. J'utilise pas de la terre arable qui se prend 100 ans à se régénérer parce que j'ai mis plein de pesticides dedans. Tout est dans un environnement fermé. J'utilise de l'eau qu'on récupère dans un circuit fermé. Je chauffe avec des énergies vertes et renouvelables. Mes légumes font 10 km pour se rendre à l'épicerie. T'sais, on est à côté des centres urbains. Un moment donné, c'est ça les choix. Puis c'est manger selon ses valeurs. Pour moi, avec GenV, c'est ça. C'est de se poser la question de... Moi, je dois encourager des compagnies qui me donnent espoir face à la survie de l'humanité. Puis je sais qu'il y a plein de solutions, mais il y a aussi un peu de désespoir puis d'inquiétude à se dire, mon Dieu, je peux pas dire que quand tu te compares aux générations d'avant, c'était facile de critiquer, puis comme on critique les autres. Moi, j'ai de la misère à critiquer les générations qui sont plus jeunes que moi, parce que on est tous dans la même situation de... Et on va-tu se rendre à genre dans 100 ans ou 200 ans? Je sais pas. Je pense que oui. Moi, je souhaite. Je pense qu'il faut se poser des questions, définitivement. Oui. Je pense que c'est important de être conscientisé à ça et de trouver des solutions parce qu'il y a des problèmes. Il faut trouver des solutions. Mais en même temps, j'ai tellement l'impression que quand l'humanité se met sur le même problème, genre les problèmes se règlent vraiment vite. Ouais. Fait que on est comme dans la théorie de quand tu fais un travail universitaire full tard, t'es comme rushé puis tu performes mieux. Exact. Comment on appelle ça? La procrastination. Oui, ce fameux mot. On est comme l'espèce de procrastination de comme il est minuit moins une, on doit agir. Puis je nous le souhaite, ça se peut que ça marche. Mais je veux faire partie de la solution avec mon entreprise. Mais ça semble être vraiment un gros driver. Là. J'ai pas entendu tes collègues, mais pour toi, ça semble être un giga driver. Puis j'ai l'impression que vous passez... pas regarder vos valeurs, ça doit être dans les tops. Puis j'imagine que vous choisissez comme vos ressources à travers ça, vos partenaires à travers ça, puis votre vision à travers ça. 100%. C'est bien expliqué. Vous êtes en train de faire des grosses acquisitions, tu me disais? Oui, on fait ça. C'est que c'est votre façon de croître, c'est votre façon d'aller chercher plus une diversité de produits. C'est quoi la stratégie derrière ça? Bien, l'objectif principal, c'est de diversifier notre offre de produits. Comme tu le sais, au Québec, des légumes de champ à l'année, c'est pas mal des légumes qu'on peut conserver 12 mois, donc des pommes, des carottes, des patates, des atacas, pas des atacas, mais bref. Les légumes racines de nos grands-parents. Puis nous, notre idée, c'est de dire, est-ce qu'on est capable de faire plus que ça puis d'offrir aux Québécois un légume qui pousse ici 12 mois par année, mais qui est différent de ce qu'on retrouve en champ. Donc là, on faisait de la laitue pendant je ne sais guère combien d'années, 35 ans, puis on s'est dit, il faut diversifier. Pour nous, des fois... C'est une opportunité qui s'est présentée. On a racheté une serre. Eux étaient producteurs de poivrons, concombres et mini-concombres biologiques. Donc, on a ajouté ça à notre arc. Puis, cet été, on a fait l'acquisition des tomates Diva qu'on voit en épicerie. Et c'est que là, maintenant, on va faire de la tomate cerise, raisin, beef. Ça va devenir éventuellement la marque GenV. Puis, fait que là, on a quand même la totale. Il nous manque... quelques trucs, mais ça fait une belle salade, ce qu'on a déjà là. Ben, moi, j'aimerais ça diversifier encore notre offre. Il y a plein de belles avenues qu'on peut penser. On peut faire des fraises, de la laitue romaine, ça serait chouette, des fèves, des framboises. Qu'est-ce qui pousse dans des serres? Puis la recherche et développement, ben il faudrait la pousser pour essayer de voir ce que le consommateur il veut, ce que les épiceries veulent, puis ce qu'on est capable de produire. Fait que je te dirais que c'est pas mal de diversifier. Puis oui, grandir, mais un rythme de croissance qui fait du sens. Parce qu'on a quand même... On est une équipe de 3 repreneurs, mais on a toute une belle équipe de directeurs puis d'employés avec nous. Mais on veut pas non plus se mettre les pieds dans les plats puis finalement crouler sous les dettes parce qu'on a voulu grandir trop rapidement. Ça, on l'a déjà vu dans je ne sais combien de scénarios. Fait qu'en ce moment, c'est vraiment de bien intégrer les acquisitions.
parce que c'est d'autres entreprises qui ont d'autres cultures, d'autres employés, d'autres valeurs. Fait que vraiment bien transmettre ça. Puis voilà, juste intégrer. Il y a aussi le plan de relève. Mes parents qui vont quitter, c'est quoi la suite? C'est nous qui va être en charge. Fait que on fait ça. C'est un aspect qu'on pense pas souvent, mais tu me le fais penser en parlant de quand tu fais une acquisition, qu'il y a beaucoup de choses culture-wise qui sont vraiment pas la même entreprise, puis là, tu veux l'amener. J'imagine qu'il y a un espace, une période de transition qui est là, certainement. Exact. Puis le rôle des ressources humaines comme témoin ça, mais est extrêmement important. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est des tests MPO pour s'assurer qu'on comprend bien la personnalité des gens, leurs ambitions, puis qu'est-ce qui les drive. Puis pour les mettre dans les bonnes chaises, il y a des gens qui sont super compétents, mais qui sont juste pas dans le bon rôle, puis peut-être qu'ils seraient meilleurs dans un autre rôle. Puis d'inculquer les valeurs, c'est en étant présent, puis en montrant comment nous, on agit envers les autres. Si par exemple, pour toi, il y a personne qui crie après une autre personne dans ton employé, ben il faut que tu le démontres, puis il faut que tu l'appliques. Si quelqu'un a une personnalité désagréable, fait de l'intimidation, ben ça ne respecte pas nos valeurs. Merci, bonsoir. Fait que c'est une période d'ajustement qui est longue, mais pour nous, qui s'est bien passée, mais qui a eu énormément d'efforts pour y arriver. Les efforts par rapport à? Ben, appliquer nos valeurs à nous, comme entreprise. Puis déroger des vieilles valeurs de d'autres entreprises. OK. Elles sont pas toutes mauvaises, là, mais mettons, justement, là, si tu cries après quelqu'un... Ben ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais. mais c'est sûr que, comme que tu disais, c'est pas la même culture. Fait que ça veut pas dire que l'autre culture est pas bonne. Non, exact. Mais tu sais, mettons, dans ta culture, toi, tu veux que les gens travaillent de 9 à 5. C'est important pour toi, l'équilibre. Puis tu veux que les gens aillent rejoindre leur famille, puis avoir un équilibre travail et famille, puis le côté personnel. Mais si dans l'autre entreprise, les gens travaillaient 18 heures par jour, c'est difficile de désapprendre ça à quelqu'un, puis de lui dire de ne pas s'inquiéter qu'il ne va pas perdre son travail. Fait que je te donne des exemples fictifs, là, mais ça reste quand même important de bien inculquer c'est quoi ta vision de l'entreprise, puis comment tu la transmets avec tes valeurs. Ouais, je pense que les valeurs, on avait fait le travail là, chez WebNC dans la première année, c'est comme ça devient ton guide pour prendre tes décisions. Autant dans le choix de tes partenaires, comme je le disais tantôt, que tes employés, que si moi, je sais pas, c'est ma valeur, une des valeurs, c'est aussi con que c'est la débrouillardise. Puis si mon employé n'est pas débrouillard, mais ça va être un maudit gros irritant parce que c'est ça moi, c'est ça que j'accorde de la valeur à. Puis après ça, oui, il y a plusieurs valeurs, mais celle-là, en exemple, si l'employé n'est pas débrouillard, ben, OK, ben, ça ne fit pas avec mon frame à moi, puis je vais avoir des... Ça sera ni bon pour toi, ni bon pour moi, parce que là, moi, je vais avoir des irritants à travers toi. Puis là, tu vas comme qu'est-ce que je dois faire, parce que je suis pas comme ça, tu sais. Ben, c'est un guide pour toi, les employés, et comment ils interagissent entre eux aussi. Fait que c'est pas juste toi qui dois être le leader de ces valeurs-là, c'est sûr au début, là, mais... Je pense que c'est important que ça dicte un peu comment on se comporte entre nous au sein de l'entreprise. Ça ressemble à quoi votre croissance présentement? C'est-tu ton nombre de points de vente? Ou On est pas mal partout au Québec. Je suis Costco, IGA, Métro, Super C, Maxi, Loblaws et les fruiteries. Je suis également chez les grossistes à la Canada Wild, Hector, l'Arrivée. Aux États-Unis, Market Basket, on est chez Whole Foods, Hannaford, Shaw's, Jean-Paul. Pas Trader Joe, pas encore. Ils font du private label, eux, avec leur propre label, mais un jour, c'est mon rêve. Êtes-vous en train de développer justement d'autres chaînes? Oui. Ben, je te dirais qu'au Québec, on est pas mal partout. C'est plus d'offrir un plus grand volume, de travailler sur les promotions, puis de diversifier l'offre de produits. Mais notre effort, c'est sûr que c'est... en termes d'acquisition de nouveaux clients, c'est plus vers les États-Unis ou l'Ontario. Que là, ça serait pertinent pour nous d'aller dans d'autres épiceries. Mais je pense qu'avec les clients actuels qu'on a, on serait capable d'aller chercher plus de volume. Mais ça passe par convaincre les épiceries, mais également le consommateur. C'est le consommateur qui va demander « Avez-vous cette laitue-là? Avez-vous de la Gen V? Avez-vous des cocombes Gen V? » Fait que marketing, important. On parlait de l'importance des valeurs, puis c'est revenu à quand que je faisais ma petite étude là, pour voir... ça ressemble à... C'est quoi Gen V? C'est qui Valérie? J'ai fait le tour un petit peu, t'as fait quelques entrevues. Puis il y avait un thème que je voyais qui revenait souvent, qui était peut-être
par rapport à un petit peu la santé mentale, burn-out et tout ça, c'est quoi l'impact que ça a pour toi là-dessus? Oui. Ben, moi, j'ai fait un burn-out à 25 ans parce que, entre autres, j'ai travaillé dans le milieu des agences publicitaires et expérientielles pendant à peu près 6 ans. Puis, je sais pas si tu l'as vécu, mais c'était vraiment la théorie de la machine à saucisses où si tu fais pas la job, ben il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. J'ai ressenti beaucoup de... que je levais la main puis qu'on m'offrait pas vraiment de l'aide. Oui, on va engager bientôt. Oui. Puis moi, je pense que étant une personne à la base très hyper performante, qui veut bien faire, qui veut plaire, qui veut livrer ce qu'on lui demande, ben je me suis noyée au travail. Je faisais des cauchemars la nuit. Je rêvais à mes fichiers Excel. Je perdais connaissance toute seule. J'avais des palpitations cardiaques. Puis c'est arrivé à un point où, comme je me suis levée un matin, ben je me suis pas levée. Là, je fixais le mur. Puis tu sais, t'as toujours une petite voix dans ta tête là, qui est comme « Non, je vais aller me faire un café » ou des affaires comme ça. Moi, je l'avais plus, cette voix-là. Et j'ai tellement été effrayée. J'ai aussitôt demandé de l'aide à mes amis puis ma famille. Puis on est allé chez le médecin. Ça a pas pris de temps. On m'a vraiment pris en charge. Puis comme de fait, j'étais comme en burn-out, qui est comme une forme de dépression majeure. Puis ça m'a pris énormément de temps à me rebâtir parce que moi, quand je suis allée dans l'entreprise familiale, moi, je comprenais pas. Là. Moi, j'étais toujours sur la go. Là. Let's go! Là. Il y a un projet, c'est urgent, c'était dû la veille. Puis un peu comme t'as l'impression que t'as un gun sur la tempe. Là. Puis c'est ma VP principale, qui est ma mère, qui était venue puis qui avait dit « Là, toi, tu travailles de 9 à 5. Puis il y en a pas d'urgence ici. » Puis elle a fermé mon ordi. Puis elle a dit « Tu t'en vas. » Puis là, j'étais de même. Et moi, je travaillais, je me levais à 5 h le matin, je finissais comme à 9 h, puis j'étais sur mon ordi tout le long. Là. C'est de réapprendre comment ça marche une entreprise qui focus sur le bien-être de ses employés. Moi, ça m'a choquée, mais d'une bonne manière, mais c'était difficile pour moi. Puis le burn-out, j'en avais honte, là, j'avais tellement honte d'en parler. Pour moi, j'étais comme un échec. Puis j'ai pris la décision qu'un jour, quand je vais être prête à en parler, je vais le faire parce que moi, à l'époque, j'en avais pas de modèle de gens qui ont témoigné. Puis je me suis pas reconnue dans des gens autour de moi, l'environnement que j'avais. Puis si mon témoignage peut aider une personne à se dire « Moi aussi, je le vis ou je l'ai vécu, puis je me sens moins seule », ben on va être le club des gens moins seuls, puis mission accomplie. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui cette... j'espère que non, mais est-ce qu'il y a encore cette partie-là inhérente de toi qui est comme... Tu le vois encore comme un échec ou tu es complètement dépassé de ça, puis c'est... Pas dépassé de ça, mais je veux dire, si tu le vois plus comme ça dans ce sens-là, puis c'est... C'est une bonne question. Je pense que la honte puis l'échec est plus là parce que ça te définit pas ce moment-là dans ta vie. Il y a plein de choses, il y a plein de manières que je me suis rebâtie puis que j'ai prouvé à moi-même puis à d'autres s'il le fallait que j'étais capable d'accomplir ce travail-là. Je suis une personne compétente, intelligente. J'ai juste pas écouté mon corps puis ma santé. Puis ça, c'est super important, la santé mentale. Puis je vais toujours être très sensible aux symptômes que je vais ressentir. Par exemple, si je suis très stressée, si je suis anxieuse, bien, ça se peut que c'est le temps que je prenne des vacances. Puis je suis extrêmement alerte à mes employés, comment ils se sentent. Puis s'ils ont besoin de prendre un congé, ils vont le prendre leur congé. Puis je vais être là pour les aider, puis les entourer, puis dire « Gars, là, ça va pas, tu t'en vas chez toi, moi, je vais reprendre tes dossiers. » Moi, je veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Je veux être la personne... Un gestionnaire, c'est supposé être capable d'aider ses employés en temps de crise et de non-crise. Fait, formation exact. Ou donner des outils ou être là pour tes employés. Fait que, non, j'ai plus honte, mais je pense que ça reste un sujet tabou. Puis quand on en parle à certaines personnes, il peut avoir une forme de malaise. Moi, j'en parle pour qu'on enlève le tabou. Puis ça passe par moi, puis d'autres témoignages, mais faut qu'on affiche... faut qu'on mette un visage à cette maladie-là, puis pas en avoir honte. Parce que, mon Dieu, qu'il y en a qui ça l'arrive et qui n'en parlent pas. Je pense qu'il y a de plus en plus d'ouverture, mais on est encore loin de la vérité là-dessus, c'est sûr. 100%. Ouais. Félicitations. Est-ce que tu sens que cette... là, tu t'en parles comme j'ai le goût de donner ces outils-là à mes employés. Est-ce que tu sens que c'est parce que t'es passé par là que t'es comme ça aujourd'hui?
Oui, ben c'est sûr que j'ai peut-être une plus grande sensibilité, intelligence émotionnelle envers ce que les gens peuvent ressentir. J'ai le... Comment dire? Mon détecteur à santé mentale est comme plus aiguisé. Mais moi, je vais toujours me rappeler de la manière que mes parents m'ont accueilli dans leur entreprise en sortant de mon burn-out, puis comment ils ont traité ma santé mentale qui était extrêmement fragile, puis c'était toujours dans un sentiment que j'étais en sécurité, qu'ils allaient pas partir, qu'ils allaient m'aider à passer à travers ça, puis ils ont eu raison, tu sais, aujourd'hui, je vais super bien, j'ai fait un lancement de marque, tu sais, j'ai fait plein de belles choses, puis ils sont fiers de moi, mais ça a été des bons gestionnaires, puis c'est des excellents exemples pour moi, c'était mes parents, comment ils ont agi avec moi quand j'allais pas bien, puis je sais qu'ils ont agi pareil avec d'autres employés aussi, fait que... C'est en même temps la job de parent d'être fier. Je pense qu'il y avait de quoi de plus que parent dans cette histoire-là. Ouais, c'est vrai. Parce que je pense que c'est justement des valeurs qui vous drivent pour revenir à cette idée-là de valeur. Oui. Fait que... Mais je trouve que c'est pour moi, un burn-out, c'est la faute conjointe de la personne, de l'employé, mais de l'employeur aussi. Pourquoi? Parce que tu peux pas juste blâmer l'employé pour son burn-out. Oui, la personne peut être hyper performante, puis trop en faire, puis pas reconnaître les symptômes, mais c'est le travail aussi du gestionnaire d'être à l'écoute de son employé. Quand il te demande de l'aide, quand il dit qu'il comprend pas, quand il dit qu'il y en a trop de dossiers qui n'y arrivent pas, faut agir, puis agir rapidement. Si quelqu'un se ferme les yeux à cette situation-là, là, je considère que c'est la faute du gestionnaire. Puis c'est un peu la théorie du capitalisme où, faut livrer. Le client veut qu'il livre à temps, puis that's it. Si tu fais pas la job, quelqu'un d'autre va te remplacer. Moi, je pense pas que c'est une façon de traiter les gens, puis je veux pas traiter mes employés de cette manière-là. C'est pour des salaires vraiment bas. Oui, aussi. Je pense que c'est ça. Tu parles de ça avec une agence de publicité puis d'événementiel avec laquelle tu as fait affaire. Moi, j'ai une agence marketing. Moi, ça me fait peur à des kilomètres là, de pas être ça pour mes employés. Puis je pense que je suis ultra empathique. Je veux justement, je vais être plus que pas assez là. Tous les jours, si je sens qu'on est en rush, t'es correct. On peut-tu d'avoir full important. Qu'est-ce que je peux te donner comme outil? Tu veux que je te vole une tâche? Tu veux qu'on mette ça? Qu'on prenne une demi-heure pour regarder les priorités? Parce que des moments de rush, il y en a. Peu importe la job que tu as, tu peux pas 40 heures par semaine, 365 jours par année, être content de ta liste de tâches. Là. Des fois, c'est le fun. Il faut que ça le soit généralement. Sinon YOLO, là, on a juste une vie à vivre. Mais c'est important qu'on soit bien au travail. Puis je veux que les employés soient bien au travail. Est-ce que tu penses que, puis c'est quelque chose, je te le demande parce que on est dans le sujet, puis c'est quelque chose que moi je me pose la question beaucoup. Est-ce que tu penses que tu peux être trop empathique, trop avoir peur de, trop être pas gaga, mais protectrice. Ouais, c'est le bon mot. Je pense que oui. Mais c'est un beau défaut. J'aime mieux être trop protectrice de l'énergie, puis de la santé, puis de la vie humaine de ces gens-là que pas de l'être assez. Je pense pas, en tout cas, personne m'a à date me reprocher ça. Peut-être qu'un jour ça va arriver, mais je pense qu'ils l'apprécient, puis pour le moment, moi, ça marche bien. Ouais. Tant mieux. J'ai lu sur toi que tu étais l'âme créative et la visionnaire de l'entreprise. Ça veut dire quoi, ça? On dirait que j'ai comme une biographie à la Steve Jobs. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, OK? Puis pas mal tout le monde, c'est des... Je sais pas si tu as fait des tests de couleurs, là. C'est des bleus. C'est des rationnels, analytiques, cartésiens. Et moi, je suis très jaune, qui est plus dans la créativité, les choses abstraites, les idées dans les airs, puis quelqu'un qui va vers les gens. Fait que moi, je suis le petit mouton noir de ma famille, puis mes parents, quand j'ai commencé au début, au lieu de dire que j'étais gestionnaire de marque, ils disaient « Ah, ça, c'est notre artiste. » Ils disaient ça devant des gens importants, puis j'étais comme « Je suis pas artiste, là. J'ai un métier, j'ai étudié en marketing. » Mais, fait que c'est pour ça. Moi, je pense que je suis la créative parce que j'essaie de m'éloigner un peu de ce qui a déjà été fait, puis d'aller ailleurs. Puis je pense que Geneviève, c'est la plus grande preuve de
c'est complètement différent de ce qu'on voit, que ce soit par les couleurs, le nom, le branding, le site web, ce qu'on crée comme contenu. Mais mes idées vont jusqu'à des développements de produits. Je suis comme, on fait ça, puis tout le monde est comme, ça n'a aucun sens. Je suis comme, ouais, on le fait. Fait que je suis plus la visionnaire, mais ça me fait rire parce que, tu sais, au début, je pense que ça me complexait parce que j'étais différente des autres, mais je réalise que c'est la plus belle force que je peux avoir dans l'entreprise familiale parce que je pense complètement différemment des autres, puis ça nous amène ailleurs. Fait que voilà, c'est le truc que tu as nommé, ma citation, je sais pas. Allons vers un petit segment variable pour terminer ça. J'ai l'impression, puis je pense que j'en ai parlé tantôt, là, mais il y a un aspect très communautaire à tout ce qui est agriculture, tout ce qui est ce monde-là d'agroalimentaire au Québec. Toi qui es au premier ligne de ça, tu peux-tu m'en parler un petit peu? Ben, la communauté agricole, ça se tient fort entre eux parce que notre réalité est tellement difficile et différente. Moi, je me suis liée d'amitié avec plusieurs producteurs maraîchers en champs. Puis la saison qu'ils ont eue cet été, c'était catastrophique, là. Il y en a qui ont tellement perdu, qui ont juste pas fait de profit. Puis, dans le fond, les champs étaient inondés d'eau. Ils pouvaient pas passer avec leur tracteur. Il y a des récoltes qui ont pourri à même le champ. C'est extrêmement difficile, l'agriculture. Puis, je pense que notre communauté essaie de se tenir ensemble puis s'entraider. Un bel exemple qu'on a eu, c'est que nous, il y a 2 ans, on a eu un feu majeur dans nos installations qui a brûlé une grande partie de nos serres. Ça a brûlé toutes nos semences puis des machines. Puis la première chose que les agriculteurs de la région ont fait, c'est nous appeler puis nous offrir leurs machines, nous offrir des espaces où on pourrait venir travailler pendant qu'on est en train de rebâtir. Fait que ce sentiment-là de communauté, de support, je l'ai trouvé beau. Puis je pense que parfois, dans d'autres industries, on voit nos compétiteurs puis on leur adresse pas la parole. Moi, je souhaite qu'on se parle entre nous, qu'on s'entraide. Pour moi, un compétiteur, c'est un Américain, c'est quelqu'un du Mexique, mais je trouve pas que c'est des Québécois. Je pense qu'entre entreprises québécoises, on devrait s'entraider, se donner des trucs, puis commencer à sortir un peu l'importation d'ici, au moins la diminuer. Ça aussi, ça part par les consommateurs un peu. Eh oui, on va les charmer à la longue. Ils vont acheter local, ça va arriver. C'est quoi l'avenir des maraîchers au Québec, selon toi? Moi, je pense qu'on va se réinventer. Je pense que notre modèle d'affaires en ce moment, qui est la sériculture, est super intéressant avec le réchauffement climatique. On va continuer à avoir de l'agriculture en champ, mais il va y avoir comme une espèce de repositionnement de c'est quoi les cultures qu'on peut faire au Québec avec les conditions climatiques qu'on a. Les fermes intérieures, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Fait que moi, je pense que c'est un avenir d'agriculteur 2.0. Donc, changer un peu peut-être le modèle qui a été le même pendant des centaines d'années, puis c'est triste de le changer, là, je le souhaite pas, mais Mère Nature n'en peut plus. Fait que c'est ce que je vois pour l'agriculture de demain, mais je pense qu'on est bien positionné avec nos serres pour s'isoler un peu plus longtemps du réchauffement climatique, puis moi, je trouve ça beau d'offrir des concombres à moins 30 au Québec. Je trouve ça innovant, puis c'est rassurant de se dire, ben, si un jour il y a une guerre ou quoi que ce soit, ben, on est capable de nourrir le Québec. C'est une belle tape dans le dos d'être capable de faire ça, je pense. C'est une belle tape dans le dos. On aime ça. Ça peut être une belle fierté. Mais vous avez un beau fleuron entre les mains, je pense. Puis, merci, c'est gentil. Une petite dernière pour la foule. OK, pour la foule! Dans une des entrevues que tu as fait, j'ai vu les mots « slow living » qui étaient là. Ça veut dire quoi pour toi? Est-ce qu'on vit trop vite aujourd'hui? Je me sais même plus dans quel contexte j'ai dit ça, mais la fille a visité le Danemark depuis ce temps-là, elle est comme « slow living ». Je pense que c'était par rapport à Ben, il y a 2 rapports au slow living. Pour moi, un légume, c'est long à pousser. T'sais. Ça prend 3 mois. Puis il y a plusieurs étapes. Puis tu peux pas forcer les choses. C'est que la nature prend son cours, elle prend son temps. Fait que prendre le temps de prendre son temps. Mais c'est aussi face à ma manière de voir l'entreprise puis la manière qu'on traite les gens. Le slow living, c'est aussi d'apprécier la vie qui passe. Puis pour moi,
j'aime ça voir mes employés, quand il y a une tempête de neige, ben peut-être prendre l'après-midi off puis d'aller skier. Puis c'est pas grave, tu reprendras tes heures le lendemain matin. Mais c'est pas juste voir la vie comme de travailler. Tu sais, il y en a qui... C'est quoi l'expression? Il y en a qui travaillent pour vivre, puis il y en a qui vivent pour travailler. Je pense que c'est une génération puis une mentalité qui est plus d'avant. Puis aujourd'hui, je pense qu'on veut plus travailler pour vivre. Donc, faire un peu d'argent, mais profiter. C'est profiter de la vie. Faire du 9 à 5. Pas monter les échelons puis travailler des heures de fou. Puis le dernier qui est sorti du bureau, c'est lui le grand chef qui va avoir une promotion. Puis, tu sais, je comprends cette mentalité-là, mais j'essaie de m'en détacher le plus possible. Fait que slow living, juste profiter de la vie. C'est un bon move, c'est ton équilibre. Je pense que c'est important. Je pense qu'il y a une ouverture justement à plus de manières de vivre, je dirais, que comme ça, c'est the way to go. C'est travail plus, fais de 9 à 11 le soir, puis là, c'est le même que tu vas pouvoir graver les échelons, puis oublie ta vie, là. Je pense que c'est encore le cas pour certaines personnes, cette mentalité-là. Je pense que même moi, je suis en mode grind, mais moi, j'aime ça aussi. C'est mon équilibre à moi. Je pense que c'est important de juste s'écouter. Si je suis plus bien avec ça, c'est comme parfait. Ça a été bon pour un temps. Là, c'est d'autres choses. Un moment donné, tu passes à d'autres focus aussi. Un moment donné, peut-être avoir une maison qui va être mon focus, une famille qui va être mon focus. Exact. Il faut avoir cette... je pense que c'est une certaine ouverture qui est plus là de... C'est pas juste un one size fits all. C'est important que tu gardes ta motivation. T'sais, si pour toi, ça te motive encore du 9 à 11, good for you, mais... Pas tant dans le 9 à 11. Mais... Ouais, mais... mais tu sais, je l'ai faite, moi aussi, mais c'est qu'éventuellement, je trouve ça important qu'on profite de la vie. Tu sais, mon frère et moi, on s'en parlait la dernière fois, puis on a vraiment eu un gros 4 ans, puis on a tellement travaillé fort, puis un moment donné, c'est comme si les deux, on était démotivés parce qu'on trouvait que ça allait vite, puis tout, puis c'était comme... C'est ça, le slow living, c'est de revenir à comme... OK, mais j'ai une maison, j'ai des enfants, j'aime ça faire de la poterie, ou je sais pas, c'est juste de reconnecter. De reconnecter, de prendre le temps de comme apprécier un petit peu si on veut, puis après ça, parfait. Parce que t'es plus que ton entreprise. Ben, je te le souhaite, je le souhaite à tout le monde. Vous êtes plus que votre entreprise. Vous en avez, c'est une de vos passions, mais vous avez plein d'autres passions. Faut les entretenir. Tout à fait d'accord avec ça. On finit tout le temps avec la même question à Success Factory. Si on veut en apprendre plus sur Gen V, sur toi, comment on fait ça? Ça va être Gen V Culture sur Instagram. Sinon, notre site web Gen V sur Facebook, TikTok, c'est Gen V aussi. Fait que vous pouvez nous suivre là-dessus. On a plein de recettes, d'articles de blog où on explique un peu plus comment ça marche. Puis également, toutes nos vidéos idiots qui vous expliquent comment ça marche dans les serres. Ta meilleure recette de salade avant qu'on parte? C'est vraiment une petite salade. L'important, c'est les pommes grenades, laitue croquante, patates douces, tu mets des noix, puis une petite vinaigrette bien simple, comme à l'érable. Oui. oui, mais oui. Hey, ça va de soi. Le Québec tatoué. Un gros merci pour ta participation, Valérie. C'est un plaisir de te recevoir. C'est vraiment cool parce que votre entreprise, le rebranding, je le trouve exceptionnel. Puis c'est cool de voir que vous avez faim, encore une fois, pour ne pas faire de jeu de mots plates. Bravo pour ton podcast. C'est vraiment gentil de t'intéresser à tous ces entrepreneurs québécois-là. Il y en a des beaux. Il y en a des beaux, des bons, des fins. Fait que merci beaucoup. C'est gentil. Merci à toi.